Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, c'est déjà la fin des Jeux Olympiques, en tout cas dans notre émission, parce qu'à Paris, au moment où j'enregistre ces quelques lignes, ces dernières lignes, cette dernière émission, eh bien ce n'est pas encore commencé. Je sais que certains d'entre vous vivront ces Jeux Olympiques, donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer quelques images, des témoignages. J'imagine forcément que ça va bien se passer. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Alors, je vous ai raconté beaucoup de choses sur les JO, mais voilà, le lendemain, c'est déjà le dernier jour des compétitions. La journée commence avec l'Oplitodromos, la cour en armes, qui marque symboliquement la fin de la trêve. Philostrate évoque la course au flambeau qui vient clore solennellement les concours olympiques. Les coureurs se placent à un stade de l'autel de Zeus, devant lequel se tient le prêtre, tenant un flambeau allumé avec lequel il donne le départ de la course. Le vainqueur s'empare du flambeau et boute le feu aux parts sacrées déposées sur l'autel. Il devient pleinement vainqueur olympique, une véritable consécration au sens littéral. Et puis les athlètes effectuent de nombreux sacrifices pour remercier les dieux de leur bienveillance et de leur protection. Enfin, vient le moment tant attendu de la proclamation officielle des vainqueurs. Un à l'appel de leur nom, ils reçoivent leur prix. Une simple couronne d'olivier sauvage, tressée avec le feuillage de l'arbre sacré qu'Héraclès, nous dit Pindare, avait rapporté du pays des Hyperboréens pour le planter à Olympie. Ces couronnes sont disposées sur une somptueuse table à offrande incrustée d'ivoire et d'or, sortie des mains d'un disciple de Phidias. Et puis, il se dirige dans une longue procession solennelle jusqu'au Prytanée, le centre administratif politique et religieux d'Olympie, le siège des prêtres chargés des sacrifices. Et là, les attend un immense banquet rassemblant les juges et les athlètes victorieux, accompagnés de leur entraîneur, de leur famille et de leurs amis dont je vous parlais au départ, tous vêtus de leurs plus beaux habits, bien entendu. Cette fête grandiose se prolonge jusque tard dans la nuit. En cette soirée de réjouissance collective, le guide conclut « Ce qui importe, c'est d'avoir vaincu ici, sous le regard des dieux. N'oubliez jamais que la plus belle récompense d'un athlète, c'est la gloire, une renommée à nul autre pareil qu'il partage avec sa famille et sa cité. » Devant des milliers de spectateurs, il a reçu la couronne d'olivier tressée avec l'arbre de Zeus qui pousse près de son temple. Cette couronne, Dioclès de Mécène fut le premier à la recevoir pour sa victoire au Stadion, lors de la 7e Olympiade en 752. Elle vaut plus que n'importe quel trésor. C'est ce que ne comprennent pas nos ennemis, les Perses. Mais vous, à présent, vous savez que l'esprit d'Olympie est une flamme qui ne s'éteindra jamais. Dernier épisode donc, dans cette série Timeline, grandeur et décadence des Olympioniques. La course de marathon. Quand je vous dis ça, évidemment, c'est un nom qui va résonner comme un exploit inouï depuis le 5e siècle avant notre ère, au point que le poète tragique Échille préfère mentionner sur son épitaphe sa participation à cette bataille plutôt que sa fabuleuse œuvre théâtrale. Mais la légende fusionne avec les événements historiques. Elle est censée faire mémoire de l'affrontement qui a eu lieu entre les Grecs et les Perses le 17 septembre 490, toujours avant notre ère. Au cours de cette bataille, 4 prouesses militaires en lien avec la course à pied auraient été réalisées. Les 2 courses de messagers athéniens, une course collective des soldats avant le combat, et une marche au pas accéléré de l'armée grecque de Marathon à Athènes. Mais un seul de ces hauts faits est passé en fait à la postérité, celui du messager qui va porter à Athènes la nouvelle de la victoire sur les Perses, avant, vous savez, de mourir d'épuisement en délivrant son message au roi. L'étude des sources historiques permet d'affirmer que la légende a en fait été très largement amplifiée et embellie, mais c'est cette même légende quand même qui a donné naissance à notre marathon. On va reprendre les faits un par un. En 498 avant notre ère, les Ioniens d'Asie mineure se révoltent contre la domination perse et ravagent la cité de Sardes et ses temples avec la complicité des Athéniens. Sacrilège donc pour les Perses qui jurent de se venger d'Athènes. Ils ont l'occasion de le faire 8 ans plus tard. La flotte perse se rapproche d'Athènes et s'apprête à débarquer dans la baie de Marathon. Les Athéniens apprennent l'arrivée imminente des Perses. Ils savent qu'ils ne pourront les repousser qu'avec l'aide des Spartiates. Les généraux athéniens envoient donc à Sparte un certain Philippides, l'homme qui n'a pas besoin de chevaux, un coureur professionnel qui part sur le champ. Il est à la fois héros et hémérodromos, un coureur capable de courir à minima toute une journée, héméra.
Il part, léger, n'emportant qu'un peu de nourriture et sa gourde d'eau, parce que en cette saison estivale, les puits sont à sec. Il parcourt 240 km en moins de 2 jours, ce qui est absolument monstrueux. Lorsqu'il arrive à Sparte, il délivre son message, mais les Spartiates ne peuvent pas pour le moment aider les Grecs parce qu'ils sont en pleine festivité en l'honneur d'Apollon. Ils ne pourront lever une armée que dans 10 jours. Mais alors, ce sera trop tard. Philippides refait le même trajet aussi vite qu'à l'aller. Consternés par cette nouvelle inattendue, les Athéniens se préparent néanmoins au combat. Ils réunissent 9000 hoplites athéniens, 1000 hoplites venus de Platée en Béotie. Mais en face, les Perses disposent d'une armée bien plus nombreuse, constituée de 25 000 hommes, de milliers d'archers et de 1000 cavaliers. Les deux armées se mettent en place dans la plaine de Marathon. Or, les Perses commettent une erreur stupéfiante, voulant attaquer Athènes par la mer. L'un des généraux perses quitte le champ de bataille avec la cavalerie. Aubaine alors pour les Grecs qui décident d'attaquer dès le lendemain sans attendre la venue des Spartiates. Les Perses déploient en première ligne des soldats protégés de leurs boucliers qui forment une barrière infranchissable permettant aux archers placés derrière eux de lancer une pluie de flèches. Pour réduire le nombre de blessures que vont provoquer les flèches, les Athéniens prennent une décision étonnante. Pour la première fois dans l'histoire militaire grecque, ils lancent une charge d'hoplites en armes en les faisant courir sur la distance qui les sépare des Perses, c'est-à-dire 1,5 km. Imaginez, c'est quand même un effort considérable parce que leur armement pèse près de 30 kilos. C'est une véritable muraille humaine de 10 000 hoplites qui déferlent sur les Perses en rang serré. Les hoplites avancent par à-coups, ralentissent quand il faut pour ne pas désorganiser les rangs de la phalange. Cette avancée en rang chasse la peur qu'ils pouvaient ressentir face à ces monstrueux Perses. Si cette course en armes était déjà au programme des Jeux depuis 3 décennies, elle n'avait en fait jamais été effectuée par la totalité d'une cité au combat parce qu'elle était réservée aux membres de l'élite, comme je vous disais dans le premier épisode. Les Perses enfoncent la première ligne grecque, mais ils se retrouvent pris en tenaille par les Grecs qui les encerclent et les achèvent au corps à corps. Les survivants s'enfuient dans les marécages où beaucoup se noient. À la fin de la bataille, on dénombre 6400 morts du côté des Perses contre 192 du côté des Grecs. Mais les Athéniens savent que cette victoire demeure fragile. Il ne s'agit que d'un simple revers pour les Perses qui disposent encore d'une puissante flotte déjà partie pour attaquer Athènes. Mais avant de débarquer dans la ville, ils doivent d'abord contourner le cap Sounion. Ça va leur valoir 10 heures de navigation. Une seule solution, arriver avant les Perses à marche forcée. Malgré la fatigue due au combat et au poids de l'équipement, encore une fois, les hoplites allongent le pas et, galvanisés par leur victoire, réussissent l'exploit de parvenir à Phalère, le port d'Athènes, avant les Perses, en moins de 7 heures. Ils se placent immédiatement entre le port et la ville, signifiant comme ça à leurs ennemis qu'ils sont de nouveau prêts à livrer bataille. Impressionnés par cette détermination et ne voyant pas arriver justement les soutiens attendus du côté de la cité, eh bien la flotte perse préfère s'en retourner sans livrer bataille. La victoire de Marathon peut donc être célébrée par les Athéniens. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.